Salut tout le monde, c'est Melly sur la chaîne de Melly Game pour une nouvelle exploration urbaine dans une énorme minoterie d'un patrimoine canadien et d'une grande entreprise qui marqua l'histoire, le Silo 5 de la farine Five Rose. Si vous aimez l'Urbex autant que moi, je vous invite à vous abonner, ou à partager, ou laisser un petit commentaire. Regardez-moi ça. Ces grosses bâtisses-là, ils se déplaçaient par rail de train. Check ça, les gros compresseurs. Un gros convoyeur. Bien avant que cette compagnie se nomme Farine Five Rose, elle portait le nom de la Ogilvie Flour Mill, qui tire ses origines de la construction par la famille Ogilvie d'un premier moulin à blé en 1801. Elle devient la minoterie la plus importante de l'Empire. Oh my God! C'est bien débile! Tout a commencé en 1750. Catherine et James Ogilvie ont célébré la naissance de leur fils unique, Archibald. La famille était des fermiers dans le Stirlingshire. Oubliez-moi pour la prononciation. En tant que seul héritier masculin, le jeune Archibald devient viril et prospéra. 50 ans plus tard, en tant que père de 8 enfants, avec 5 filles à considérer, Archibald se rendit compte qu'il restait peu de perspectives en Écosse pour ses enfants. On monte en haut tout ça. Oh wow! La Grande-Bretagne a été forcée de maintenir une grande armée pendant la guerre napoléonienne, et le choix d'un jeune homme était la conscription ou le paiement de 20 livres pour le remplacer. Treuil flèche flexible, petit treuil, contrôle mètre. Il y a un truc à brancher. Ogilvie a estimé que son argent pourrait être mieux dépensé dans la poursuite d'une vie améliorée pour sa famille au Canada. Il rassembla sa femme et ses enfants et s'embarqua pour les colonies. Il avait en sa possession 2000 livres et 2 belles meules françaises. Après 13 semaines,
son navire a jeté l'ancre dans le fleuve Saint-Laurent sous les plaines d'Abraham. Archibald a touché pour la première fois les côtes canadiennes, vêtu de la tradition familiale, culotte aux genoux et bottes, avec sa perruque fermement alignée sous un chapeau de castor, annonçant à tout le monde qu'il était un écurier et un gentleman écossais. Oh my God, tous les moteurs! L'arrivée des Ogilvy au Canada était impeccablement chronométrée, car les approvisionnements que l'Angleterre importait normalement du continent avaient été interrompus par la guerre. Archibald a choisi une étendue de nature sauvage à Howick, près de la rivière Châteauguay, à quelques 25 milles au sud de Montréal. La première saison, lui et sa femme ont essayé de se tailler une expérience dans la terre sauvage. Des chiottes. Les rigueurs de l'agriculture dans un climat rude et imprévisible n'étaient pas en accord avec Archibald. Pour un prix, il était facile de louer une ferme des anciennes propriétés seigneuriales près de Montréal. Troisième étage. Oh, c'est toi. Même pas, ça monte encore. Oh my God, ça monte haut! Ça a dû prendre 30 ans à faire ça. Le printemps suivant, Archibald remit le Tractowick à son fils William. Prenant sa femme, ses filles et son homonyme, Archibald loua la ferme dans le quartier de Maisonneuve. Ben, je pense qu'on va le faire comme ça. On ira visiter les étages en haut avant. Wow! Ça, c'est identique, la même chose que ça. Tu penses? Ouais, pareil. Il y a un tuyau en plein centre. Check la rouille. Des grosses galettes. La même année 1801, John Watson, un oncle maternel des Ogilvy, arrive à Montréal et installe son propre moulin vers 1811. John Watson a choisi le canal de l'île des Sœurs, où la rivière prend de la vitesse. Une épidémie de choléra à Québec a eu des effets dévastateurs sur le commerce. On va aller dans les seconds étages maintenant.
Montréal est forcé d'importer de la farine par voie terrestre de New York, au coût de 16 $ le baril. En 1811, Alexandre rejoint John Watson en ajoutant ses meules à celles de son oncle. Ils disent là, tout le métal qui est ici, il y en a pesant en tabarnak sa structure. Ça, là, c'est pas grave. Je dois acheter ça. Ouais, c'est pas que c'est des petits balcons. Check ça, man. C'était des gangs de malades. Ils sont sous des deux petits ferrons. Ils ont mis ça là, paf. On est arrivé tout en haut du bâtiment. La sécurité est là-bas. Checkez ça. Ouais. Là, on y va. Faut se grouiller. Ok, go. Ouh! Ouais, moi aussi. En sécurité. Hein? Hey, doucement ici. C'est calme. En 1817, Alexandre épousa sa cousine Hélène Watson.
leur mariage produira 11 enfants. Et c'est cette branche de la famille qui a engendré la dynastie des Meuniers. Margaret Ogilvy a épousé George Hastings et 4 de leurs filles ont joué un rôle de premier plan dans le Lake of the Wood Milinko. Oh my god. Il a fait ouh, juste parce qu'il m'a vu descendre. Bon. Oh my god. C'est immense. Un jour, Alexandre se lasse de l'entreprise de meunerie et confia donc la direction du moulin à son beau-frère James, qui, en 1837, tenta l'audacieuse entreprise de fermer l'exploitation de Lern's Channel et d'ouvrir un moulin à l'écluse Saint-Gabriel du canal de Lachine. La nouvelle usine, située à Montréal sur un goulot d'étranglement à la mer, a commencé à puiser dans le commerce et l'industrie croissante de la région. Check. Il n'y a même pas d'échelle. Regardez-moi ça, la grosse structure. Ça se déplaçait, puis ça roulait tout le long de la bâtisse. Regardez les roulettes du côté. Et ça, la façon que c'est fait. Ça glissait tout le long. Jusqu'à l'autre bout. Ouais. On entre maintenant dans le gros bâtiment. Qu'est-ce que t'as dit? Il est pas là. Il y a une porte ici. Et le moment tant attendu. Oh yeah. La plus grosse bâtisse de toutes. Oh oui, on va faire les bas avant. Ah, c'est haut. Oh shit. Oh yes. Là, c'est l'exploration la plus haute de toute la chaîne YouTube Manuel Game. Écœurant. Ouais.
Alexander Walker Ogilvy, le 7e enfant d'Hélène et d'Alexandre, a écrit dans son journal d'enfance que la terre de l'île de Montréal devenait trop précieuse pour être cultivée et qu'il devait choisir un autre moyen de subsistance. Mais comme c'était souvent le cas à l'époque coloniale, les circonstances en Grande-Bretagne ont considérablement modifié le nouveau boom canadien. C'est toute la même affaire. La brûlure irlandaise de la pomme de terre de 1846 a entraîné la suppression de tous les droits sur les denrées alimentaires, éliminant toute préférence coloniale et détruisant l'avantage du Canada sur le marché britannique. La brûlure hâtive, brûlure alternarinienne, est une maladie observée chez la pomme de terre. Elle affecte essentiellement le feuillage et les tubercules entreposés. L'entrée s'apprête à aller dans l'autre pièce. Ça va dans l'autre partie de la bâtisse. C'est qui c'est? Il m'a entendu. Non. Oh my God! Regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur du silo. My God. Oh que oui. Oh my God. Oh yes. Là, on va commencer par monter tout en haut. Puis après ça, on va aller dans l'autre bâtisse qui nous amène dans cette partie-là ici. Fait qu'on on va commencer par monter en haut puis on va revenir là. Oh, wow! Wouhou! J'ai tout le temps la chienne d'échapper mon cellulaire en bas. James Goody et son neveu Alexandre Walker Ogilvy ont été témoins d'énormes cargaisons de céréales entrant à Montréal en provenance des colonies du lac Ontario. Pas moins de 500 000 boisseaux de blé ont été transités par Montréal pour se rendre en Grande-Bretagne. Goody et Ogilvy, pensant qu'il y avait un marché pour la farine, ont formé un partenariat en 1852. T'es en haut? Les années 1850 furent bénéfiques pour le commerce canadien du blé et de la farine. La commande était en hausse et l'innovation technologique permettant une amélioration
considérable de la qualité du produit. Au cours de l'année précédente, Ira Gould avait loué suffisamment d'eau du canal de la Chine pour exploiter plusieurs parcours de meules et avait construit le moulin à farine de la ville sur les terres adjacentes de la propriété Goody-Ogilvy. Le défi de Gould a forcé Goody et Ogilvy à rénover leur opération. Le moulin Glenora, qui en a résulté, a ajouté une nouvelle aile au moulin à grains de Goody, reléguant l'ancienne structure à un espace de stockage. Le nouveau moulin était haut de 4 étages et contenait l'équipement pour des choses telles que le polissage de l'orge, et une machine à vapeur a été installée pour assister la roue hydraulique. Oh my God, un autre étage de convoyeur! Ouais. Je vais juste filmer les moteurs ici, puis après ça, on y va. D'autres jeunes sont venus. Ils sont là. Ah, il y en a d'autres ici. Quoi? Ceci n'est pas ma toute première visite, car la toute première fois, j'ai oublié d'explorer des parties de l'usine. Je suis donc revenu une deuxième fois. Ouais. Ça monte encore. Il y a beaucoup d'étages. Genre 6 étages encore. Oh! Le mur a été éclaté! Ce qui est bien fait de revenir, man. J'aurais jamais pu filmer. Ça, c'est shake. Check l'autobus. Excellent. Oh, on peut aller sur le toit à partir d'ici. Excellent. Regardez-moi les tags. Il y a ça ici que je dois filmer. Regarde ça, les trous, man. Regarde ça, man, ça tourne. Il y a un moteur là qui fait tourner ça pour diriger dans quel... Ouais, dans lequel qui va. C'est bien hot. Ça shake. Ouais. Wow. On va faire ça vite, t'es pas essuyé.
Le jeune Alexander Walker s'est lancé dans la meunerie avec un zèle exceptionnel. Le grain produit dans les anciennes colonies commençait à se détériorer. Il acheta donc du grain d'aussi loin que l'ouest du Niagara pour assurer la qualité de sa farine. En 1854, la guerre de Crimée affecte grandement cette industrie. Le gouvernement canadien ne permet l'exploitation de la farine qu'en Grande-Bretagne et en France. Ainsi, la compagnie est privée de certains de ses marchés traditionnels et coupa les approvisionnements en céréales. Heureusement, la compagnie possédait une quantité énorme de grains. Ses 7 moulins, dont 3 à proximité du port de Montréal, avaient une capacité de production de 19 000 milos de farine par jour. Faut se dépêcher parce que... Regardez-moi toutes les tags. Pourquoi il y a une porte de garage à cette hauteur-là? Je ne sais pas pourquoi il y a une porte de garage à cette hauteur-là. Check-moi les moteurs. Un autre mur qui a été défoncé. Tu trouves la salle des commandes? Là, c'est la même chose. Ouais. On va oublier que c'est une énorme pièce de malade. Oh! Regardez-moi cette salle!
Excellent. On a tellement bien fait de revenir. Ça aurait été très dommage que je fasse une vidéo sans les images de toute cette place. Il y a même d'autres places que je crois avoir oubliées. C'est tellement excellent. C'est parti, on va monter dans l'autre étage. Je sais pas si c'est la dernière. On va voir ça. Second étage. Hey, regarde ça. Tellement beau. Wow. Vu que la porte là est condamnée, ben, on n'a pas pu rentrer, fait que c'est pour ça qu'ils ont défoncé le mur. Donc sur cet étage, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça servait. Urbex QC. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des photos. On va faire vraiment pas beaucoup de bruit. Ça frette pareil avec le vent. Oh shit! Regarde-moi la machine avec le corps. Wow! Ça a été vidé.
Regardez-moi la grosse machinerie. On va aller filmer de l'autre bord, parce qu'on va monter dans les autres étages. Un gros câble d'acier. Là, c'est la dernière étage, je pense. C'est un petit coin de je sais pas quoi, là. Avec une autre machine. Tu commences à avoir faim, toi aussi? Ouais. Oui, on peut y aller. En tout cas, cette partie-là, ça a brûlé. Go sur le toit. Oh my God. Ouais, c'est ça. Le quartier. Check ça. Malade. Ouais, c'est par là qu'on descend finalement, Gab. Bon, on a fini avec le toit. On va aller maintenant filmer le reste. On va aller dans les autres parties de la bâtisse. En 1855, James Goody a pu prendre sa retraite en sachant qu'Alexandre était plus que capable de diriger l'entreprise. Il a cédé sa participation restante dans l'entreprise au frère cadet qui était récemment revenu à Côte-Saint-Michel pour aider son père Archibald à gérer la ferme familiale. En 1856, Alexandre laissait entendre qu'il restait peu de terres de qualité à coloniser à l'est des Grands Lacs. Des équipes canadiennes d'arpentage ont été dépêchées dans les Far West à la recherche de terres convenables pour une population toujours croissante. Le Minnesota et les Dakota étaient déjà en cours de colonisation. La farine Glenora se vendait bien du Saint-Laurent à Terre-Neuve et dans les provinces maritimes. John Ogilvie a commencé à pousser vers l'ouest l'exploitation de nouvelles colonies et formula des offres d'achat contre la récolte à venir. En 1860, William Watson Ogilvie s'associait à ses deux frères qui avaient repris la direction d'une meunerie fondée par leur père et leur grand-père. William Watson Ogilvie est né en 1835 à Montréal. Il compléta ses études dans cette ville
et y fit aussi son apprentissage d'inspecteur de la farine sous la surveillance de son oncle William Watson. L'entreprise A.W. Ogilvy & Company connut un bon succès et ouvrit un moulin en Ontario et au Manitoba. Une entente avec le Canadien Pacifique lui permit d'établir un quasi-monopole de l'achat et le transport de céréales vers les grands centres. Le Canadien Pacifique offrait en effet gratuitement des terrains le long des voies pour la construction de silos. En échange, la Ogilvy Mill Company s'engage à utiliser des vapeurs pour le transport des céréales sur les Grands Lacs. La guerre civile américaine a considérablement augmenté les affaires canadiennes, obligeant les usines montréalaises à fonctionner sans interruption pour couvrir toutes les commandes de guerre. Les associés prennent plusieurs décisions qui permettent à la compagnie de percer le marché canadien. C'est big, mon gars! Je reviens pas comment c'est grand, cette bâtisse-là. Ils importent de Hongrie une technique de mouture qui permet d'obtenir des farines de meilleure qualité. Un premier moulin est construit en Ontario en 1872, puis un autre à Winnipeg et un autre au Manitoba 10 ans plus tard. Il y a 2 étages là-dedans. D'autres meules ont été ajoutées pour répondre à la demande lorsque le prix de la farine augmentait régulièrement. Les Ogilvy ont loué un vaste espace de stockage pour loger tous leurs grains arrivant de l'ouest de l'Ontario. Ah ouais? C'est comme un rattache. À la fin de la guerre, le gouvernement victorieux de l'Union a pris des mesures pour bloquer toutes les importations canadiennes, forçant de nombreuses entreprises à la ruine. A.W. Ogilvy & Co. ne faisait pas partie des victimes. La nouvelle sécurité de l'entreprise a permis une division du travail plus prononcée entre les frères. Un voyage en Europe a mis Alexandre en contact avec un procédé hongrois de fabrication qui combine le meulage à la pierre et au rouleau. Parfait, on commence par le haut, puis on va faire le bois ensuite. Le fraisage est un procédé de fabrication où l'enlèvement de matière sous forme de copeaux résulte de la combinaison de 2 mouvements. La rotation de l'outil de coupe d'une part et l'avancée de la pièce à usiner d'autre part. Non. En 1871, la méthode produit une farine d'une telle finesse qu'Ogilvy introduit les rouleaux de réduction en acier. Sa myriade de tâches extérieures le fit démissionner de son poste, laissant William Watson aux commandes. Il laisse la direction à ses 2 frères pour se lancer en politique. On est arrivé de là. En 1872, à la demande de John, un moulin d'une capacité de 250 barils a été construit en Ontario. 2 ans plus tard, un moulin d'une capacité double fut construit aussi à Goderich. Le silo avait pour double objectif de stocker le grain local. Le succès de cette expérience
a conduit les Ogilvy à faire pression sur la culture du blé dans l'Ouest canadien. Un vieux manoir abandonné. Excellent. L'ascenseur. Oh shit! Échappe pas de ton sel. Tu vas la regretter. OK. Parti d'ici, on monte ou on descend? Ah, par contre, avant que tu meurs, tu me passes ton... Gardien est plus là, on est safe. 7. Oh yes. Oh shit. J'ai jamais visité cette partie-là de l'usine. On est rendu au niveau du sol. C'est parti. On va aller visiter le reste. Ça, c'est l'ascenseur. What, man, les pièces? Il y a d'autres convoyeurs. Oh my god, c'est bien grand. Mais voyons, c'est un vrai labyrinthe ici. Tu sais qu'il y a un autre convoyeur en haut.
attention à tes genoux aussi, parce que... Ça doit être ça tout le long. Et shit. Regarde-moi ça, comment c'est big! C'est tellement grand, mais on se perd. Et... Oh, shit. Regardez-moi les tuyaux au plafond. Regardez-moi comme c'est gigantesque. C'est bien big! Regardez-moi ça! Go, vite! On est rendu au bout. Le mur était défoncé, ça. Regarde-moi toute la pourriture. Bon, on a tout visité. Oh, 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 oh. Ici, il y a un petit storage. C'est quoi ça? Des morceaux, là, quelque chose. Encore tout pourri. C'est égrené. On a fini de visiter. En bas de tout ça, là, on va s'apprêter à remonter.
C'est bon, il y a une personne qui peut monter. Bon, il doit y en avoir un qui peut monter. Hey, les cadenas, ces boutons, man. Tu sais, il montait des choses au train ici. Check le béton, man, le poids là-dessus. En 1880, l'entreprise continue son expansion en concluant des ententes avec la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique pour la construction de silos le long des voies ferrées et pour utiliser les vapeurs appartenant au CP pour les traversées des Grands Lacs. Ces ententes permettent à la compagnie d'économiser des sommes importantes. Check ça, man, le béton tout éclaté. Un autre moulin a été ouvert à Winnipeg et au Manitoba. C'est une décision calculée car l'arrivée du premier blé dur du Manitoba qui avait fait sensation, les premiers tests du produit Manitoba ont confirmé un grain d'une qualité inégalée. Hein? On peut descendre dedans en plus. Check. 1000 kilos. 1000 kilogrammes. Juste ça. Ok, parfait, on va y aller. On va y aller tout de suite. OK. Filmer sur la vidéo, on n'a pas le choix. Hey, on est sur le toit ici. Wouh! C'est tellement gigantesque. Je sais que je le dis souvent, mais c'est vraiment fou. Arrête, t'as 10 secondes. Go, 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 go. Encore. Oh, shit. Ouais. Ah! Jump. Jump quoi? C'est vraiment excellent. Le meilleur Orbix ever. Encore la porte de l'ascenseur. Une salle de contrôle. Oh my God.
Je monte jusqu'en haut, faudrait que tu viennes me rejoindre. Oh my God. Ça pue l'huile. Je peux bien avoir un ascenseur. L'échelle pour l'accès au toit. La société avait reçu une offre de stupéfiants de l'armée britannique pour un envoi d'1 demi-million de dollars. Une commande qui dépassait de loin l'approvisionnement de l'entreprise, mais qui était un signe avant-coureur d'un potentiel économique inexploité dans l'Ouest canadien. Pour consolider encore plus son emprise sur l'industrie, la société achète City Floor Mill aux héritiers d'Ira Gould en 1893. C'est sûr qu'on va filmer vite fait parce que là, il me reste 10% de batterie sur mon cellulaire. Je vais skipper avec le cellulaire à Jimmy pour filmer le reste de la bâtisse parce que c'est tellement immense. Cette même année, en raison du besoin général et de la faim, Ogilvy présente 5000 livres de farine hongroise au comité de source de la ville. La société a encouragé d'autres cadeaux de la part d'autres entreprises locales. Oh my God. Une autre grosse machine. Oh, shit. On marche sur quelque chose de pas solide. On va s'en aller. William Watson Ogilvy, comme son frère Alexander, avait de nombreuses responsabilités civiques. Il a été président d'une chambre de commerce et premier minotier à être élu président de l'Association des manufacturiers canadiens et signé comme administrateur. Il a été aussi membre du conseil d'administration du port de Montréal. On est juste au-dessus des silos. Si on tombe là-dedans, c'est la mort assurée. Echo! Ok, c'est rien que ça. On s'apprête à aller dans l'autre bâtiment. Celui-là. Parfait, il y a la porte. Ça nous donne accès. Ça nous donne accès à l'autre côté. C'est tellement big! Attention ici, c'est plein de trous.
d'être juste acheté une carré en fond. Quoi dans le fond? Du papier. Ouais. Il y en a plein, partout, partout, partout. Ben oui! C'est pour ça qu'il y a plein de trous. Ben oui. Hey, je vais aller en haut. Ah. Écoute, on va finir le bas ici, puis après ça, on va monter dans les marches. C'est bien bizarre. C'est tout du brin d'ici. Ah les gars! OK. Sorti dans le silo, là, quoi? Je sais pas, hein? On va pogner les marches qui sont là-bas. Comme ça, on va pouvoir filmer en s'en venant par ici. Parfait. Là, on va descendre. Porte. Ah non, man, on est coincé. Et on était coincé ici, mais là, finalement, il y avait un trou. Parfait, on arrive dans une petite pièce ici. Les portes sont soudées. On va continuer par là. Là, ah, ça c'est arrêté. Ça c'est là. Et là, t'as rien d'ascenseur. Regarde, il y a une petite échelle avec une trappe. Tu peux s'ouvrir la trappe. Elle est soudée. Si ta pousse, ça marche pas. Non. Avant de faire le sous-sol, on va aller faire cette partie-là ici. Oh man, ça me pique jusqu'à les yeux. Quoi, ça pue? Je sais pas ce qu'il y a en bas, man. Ça sent pas bon, ça me pique les yeux. Eh bien, viens, on va faire cette partie-là avant. Lorsque l'industrie de la minoterie était en proie à des difficultés de croissance, une lutte acharnée s'est suivie entre les meuniers et les fermiers sur les taux de frais relatifs du blé et de la farine. Peu de gens furent aussi chanceux que les Ogilvy,
qui avait à la fois la matière première et l'article manufacturier à vendre. En temps voulu, le blé gagna avec les effets profonds sur l'industrie de la minoterie. Il devient rentable pour transporter le blé plutôt que la farine vers les centres de consommation. Les grands moulins, stratégiquement situés, ont prouvé la réponse au Canada. Après près d'un siècle dans le secteur de la meunerie, la famille était sur le point de subir une transformation radicale. Le 12 janvier 1900, William Ogilvy mourra subitement. Il laissera une fortune considérable à sa famille. 2 ans plus tard, le 31 mars 1902, Alexander Walker Ogilvy mourut aussi. La compagnie passa aux mains d'un consortium canadien composé, entre autres, de Frank William Thompson, né en 1862, qui mourut prématurément en 1912, et Charles Rudolph Hosmer. Encore d'autres fils de cop. Une grosse porte de garage. Rudolph Hosmer est un financier montréalais né en 1851. Il prend son premier emploi comme opérateur télégraphique en 1865. Dans l'intérieur du char du quartier. Puis dirige un bureau de Grand Trunk Railway l'année suivante. Il devient aussi directeur du bureau de Kingston de la Domino Telegraphic Co. Il a été administrateur de la Banque de Montréal, du CP, du Télégraphe postal, de la Sun Life du Canada et de plusieurs autres sociétés. Son mandat en tant que président de la nouvelle société d'Ogilvy Flour Mill Co. a duré de 1902 à 1927. Tiens, le gardien. Le 1er mars 1902, la W.W. Ogilvy Milling Co. a reçu le mandat royal du contrôleur de la maison en tant que minotier à son Altesse royale, le prince de Galles. Un mandat royal du contrôleur de la maison sont des mandats émis aux entreprises qui fournissent des biens ou des services à la cour anglaise. Lorsque le prince est monté sur le trône en tant que roi George V, un nouveau mandat fut reçu en tant que fournisseur de farine à Sa Majesté en décembre 1912. Un bonheur que la société garda jusqu'au 11 décembre 1939. Oh, c'est que ça pue. Oh!
ça pue le moisi. Regardez-moi les plafonds. Hein? Chris, c'est quoi? C'est de la marde qu'il y a là-dedans? Hey, regarde ça, man, la rouille. Vite fait, puis on s'en va. Check la grosse machine. Oh my fucking God. C'est bien big. D'autres panneaux électriques. Et voilà. On a fait le tour. Fait que nous autres, on va remonter. On va aller visiter la dernière partie de la bâtisse qui nous reste à visiter. Et après ça, l'exploration va se terminer. Fait qu'on va remonter tout ça. Et on se revoit en haut. Hey, ça les souffle, mon gars. C'est pareil. On monte au second étage. Ça, c'est assez solide, ça. Le 20e siècle a été celui d'une expansion de grande envergure par la Ogilvy Flour Mill Co. Il y a tellement de choses à dire que pour les intéressés, toutes les sources sont en description. On continue jusqu'en 1940, l'usine de céréales et d'alimentation pour animaux de Montréal est construite. C'est tellement big! 1946, 5 ans après son achèvement, le nouveau moulin royal ouvre à Montréal avec une capacité journalière de 15 000 sacs. Des convoyeurs! En 1949, il lance la marque Gerbet Ogilvy Baby Foods Ça monte encore. Limited, qui se consacre à la nourriture pour nouveau-nés. 1952, Ogilvy devient sponsor de la populaire émission de télévision pour enfants Heidi Doody. Oh my God! Regarde-moi ça, tout l'hydraulique.
1954, achat de la Lake of the Wood Milling Co. Une nouvelle unité de fraisage pneumatique a été installée au Moulin Royal de Montréal. Yo, si tu me cherches, je suis tout en haut. OK, y a rien ici. L'entrepôt de Montréal, Lake of the Wood Milling Co. fut vendu et Medicinat ferma les portes avec Lake of the Wood. En 1957, le nom est changé pour Ogilvy Five Rose et la compagnie quitte le secteur des aliments pour bébés et l'ancien moulin a été vendu. En 1962, Ogilvy lance son premier camion d'alimentation en vrac. La société achète les actifs d'Edmonton Produce Company à Edmonton et a formé une nouvelle société pour transformer les produits de la Le volaille. compteur électrique. Les chiottes. Dégueulasse. Jimmy? C'est au toit. En 1985, Ogilvy achète la division des ingrédients alimentaires de Uncle Corp, établissent la société comme le plus grand producteur mondial de gluten et d'amidon de blé et fournissent une installation de production moderne dans le Midwest américain. En avril, Ogilvy achète Murphy Product Inc., doublant ainsi le volume des ventes et fournit l'infrastructure nécessaire à l'exportation américaine. 1994, ADM achète Ogilvy Mill, le plus grand meunier au Canada et un chef de file mondial dans la production d'amidon, de gluten et d'autres ingrédients du blé, avec des ventes annuelles de 275 millions de dollars. L'ascenseur. Oh my God. Jimmy? OK. Il me reste juste un étage à aller voir. C'est un autre balcon là, à droite. Je checkais les vieux leviers, man. Il y a des vieux leviers. Ouais, gars, il y en a un là. Il y en a plein. En haut. Oui, tout en haut. Ah ouais? Hey man, il y a des chiottes là-bas, il y a des bureaux. Ouais. OK, ici, il n'y a rien. On va monter en haut ici.
Regardez-moi les gros moteurs. Ouais, hey, on a tout fait le bâtiment là. Ça se compte aussi que le gardien a posé sa journée, c'est de Ouais. Oh my God. Le toit en béton. Les murs en tôle. Ça a tombé direct sur le convoyeur. Paf! C'est là. OK. Là-dessus, je sais même pas si on peut rentrer en bas. Je vais filmer cette partie-là, la dernière partie qui nous reste à visiter. Et ensuite, on va pouvoir partir. Oh yeah! Je suis épuisé. Ça fait des heures que nous sommes ici. J'ai réussi à tout filmer ce que je pouvais avec l'équipement que j'avais. Septembre 1987, Ogilvy Flour produit 52 000 tonnes de farine, le volume annuel le plus élevé des 186 ans d'histoire de l'entreprise. Un pigeon. Mars 1990, Ogilvy achète Rose Food de Winnipeg, initiant l'entreprise dans le secteur des produits de boulangerie surgelés. Il achète aussi Gourmand Bake Inc., l'un des principaux fabricants de desserts glacés et de produits de boulangerie au Canada. Gourmet Baker est un fournisseur national de gâteaux en feuilles, de gâteaux au fromage, de tartes aux fruits et à la crème, ainsi que des produits laminés et de pâtes feuilletées aux boulangeries.
Le 10 mai, un immeuble d'Ogilvy à Winnipeg de 105 ans est sur le point de devenir obsolète. 1992, l'entreprise Ogilvy possédait 925 employés. Ce n'est plus abandonné. À partir de là-bas. Parfait. Jimmy? Bon. Ben oui, la structure est toute dans le vide. Ah, je le sais. Parce que anciennement, elle n'était pas dans le vide. C'était relié à ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner, ou la partager, ou mettre un pouce bleu, un commentaire. Et nous, on se revoit pour une autre vidéo sur la chaîne de Manu Game.